Hello à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry. Je suis Anne Gursard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, je vous invite à partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ une petite heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon but est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Pour le premier épisode de Gatéméry, je reçois Philippe Gabillier, professeur à l'ESCP, fondateur de la Ligue des optimistes de France, auteur de nombreux ouvrages et conférencier. Et selon Philippe, l'une des caractéristiques principales du chanceux est d'être un diffuseur de chance. Je vous invite donc à partager le podcast autour de vous pour en être un. J'ai toujours eu l'intuition qu'en étant ouvert sur le monde, qu'en étant curieux de tout, les opportunités viendraient à nous. Je suis tombée sur une vidéo de Philippe sur la chance quand j'étais encore en école et mon intuition s'est transformée en conviction. J'ai donc voulu rencontrer Philippe pour mieux comprendre son parcours qui est loin d'être linéaire. Philippe rêvait de faire du théâtre quand il était plus jeune. Rêve qu'il a très vite étouffé à cause de son milieu familial. Il décide donc d'intégrer Sciences Po pour se vouer à une carrière d'enseignant avant d'atterrir accidentellement dans le conseil. Quelques années plus tard, il renoue avec ses amours de l'enseignement et devient professeur de leadership à l'ESCP en parallèle de son métier de conférencier. J'ai voulu publier cet épisode en premier car avec Philippe, nous avons brassé pas mal de sujets qui couvrent assez bien l'intention de ce podcast. Philippe nous donne quelques conseils sur les questions à se poser quand on veut changer quelque chose dans notre vie. Il insiste sur la nécessité de se mettre en déséquilibre pour provoquer sa chance. On a bien sûr parlé du syndrome de l'imposteur, d'intuition et de leadership. J'ai adoré mon échange avec Philippe, qui est d'une lucidité et d'un pragmatisme rare, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Philippe Gabillier. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Gatéméry. Et moi de même, ravi d'être avec vous. Alors vous êtes conférencier et vous propagez l'optimisme et le bonheur aux autres. Pouvez-vous me dire d'où vous vient cette vocation ? Je sais pas comment vous dire ça parce qu'en fait moi j'ai toujours été plutôt par nature, même quand j'étais à l'école, quoi, j'étais celui qui conseillait ses copains, ses copines, celui à qui on venait raconter un peu sa vie, quoi, ses histoires. Et en fait, il s'est trouvé que quand j'ai commencé à travailler dans le monde du conseil, donc ça remonte à il y a quand même pas mal d'années, dans les années 80, je me suis retrouvé dans un monde que je connaissais pas du tout, dans le fond, qui était le monde des vendeurs, des commerciaux. Et là, j'ai rencontré des gens qui, pour moi, étaient vraiment l'archétype, des gens qui font avec les événements, qui se laissent pas démonter, qui auraient toutes les raisons d'être stressés puis qui le sont pas. Donc, j'ai commencé vraiment dans cet univers des vendeurs où j'étais consultant, moi, donc je travaillais sur les comportements des gens. Et puis ça s'est développé. J'ai beaucoup travaillé sur la motivation. J'ai écrit des choses sur la motivation, sur l'automotivation. Et puis dans les années 2000 est arrivé toutes les réflexions sur la chance. J'en ai fait beaucoup aussi là-dessus. Et en 2010, l'optimisme. Oui, voilà, je me suis baladé en fait comme ça autour de ces sujets parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai toujours été plus intéressé par le bien-être que par le bonheur. D'accord. Le bonheur, c'est un jeu de philosophie qui moi, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est pas. En revanche, comment est-ce que les gens peuvent être mieux
avec la vie qu'ils ont, et être eux-mêmes d'ailleurs des sources de bien-être pour les autres, ça me semblait un sujet intéressant. Parce qu'autant le bonheur, on contrôle rien, autant le bien-être, on peut avoir une influence dessus quand même. Et sur le sien et sur celui des autres. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'art de changer de vie. Je pense qu'on est nombreux à vouloir changer de vie. Est-ce que vous pouvez me dire par quel bout on peut prendre cette tâche qui peut paraître titanesque? Déjà, le changement de vie, la première question, c'est de se dire, mais changer quoi dans le fond? Parce que quelqu'un vous dit, j'ai envie de changer de vie, dit, très bien, alors racontez-moi, dans le fond, vous voulez changer quoi? Parce que il y a plusieurs possibilités. Certains vous diront, non, moi je voudrais changer de lieu, quoi. J'en ai marre de travailler en ville, je voudrais être à la campagne et tout ça. Bon. D'autres vont vous dire, non, moi je voudrais changer d'activité, parce que franchement, je fais un job qui me plaît pas du tout, ça m'intéresse pas. Si je changeais d'activité, ça changerait tout. Après, vous avez des gens qui, dans leur vie personnelle, vivent avec des gens avec qui ça convient pas. Voilà, parce que les vies sont longues et voilà, c'est toujours mieux quand on continue à s'aimer tout le temps. Mais voilà, parfois on est moins bien et on voudrait changer de compagne, de compagnon. Alors, bien évidemment, parfois c'est compliqué parce que entre temps des enfants sont arrivés et tout, mais la vie de couple elle-même, elle porte comme ça parfois des désirs de changement. Et puis il arrive aussi que parfois on ait tout simplement un changement de perspective, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on faisait ne faisait pas vraiment sens, qu'on courait après des choses qui dans le fond sont pas les choses les plus essentielles. Donc il y a toute cette dimension-là. Et moi ce que je pense quand on veut changer de vie, il faut d'abord qu'on se pose la question comment est-ce que je suis arrivé là où je suis? C'est-à-dire ma vie actuelle là, qui peut-être me plaît moins qu'avant, m'ennuie, mais bon, mais c'est quand même moi qui m'y suis conduit, hein. Donc en quoi est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, elle m'est imputable? Ça c'est une première question. En gros, c'est de prendre du recul, par exemple sur un papier, de faire une rétrospection et d'écrire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, c'est ça? On peut faire ça d'ailleurs au fil du temps, mais c'est intéressant effectivement de se donner les conditions pour le faire. Moi, je propose toujours aux gens de tenir un journal, parce que c'est toujours intéressant de tenir un journal, que ce soit un journal manuscrit ou sur son portable, peu importe, mais garder des traces de sa propre réflexion, parce que quand on pense uniquement, les pensées, elles s'envolent, alors que les écrits, eux, ils restent. La deuxième idée, c'est de se dire, mais si je voulais changer quelque chose en priorité, ça serait quoi? Parce que tout changer dans sa vie, c'est quasiment impossible, mais on peut tous se dire, voilà, il y a une petite chose que j'aimerais changer, et si j'arrive à la changer, alors pour le coup, peut-être que ça changera tout le reste avec. Donc c'est le petit mouvement, vous voyez, le pas de côté, qui va derrière enclencher une réaction en chaîne de reconfiguration. Et puis, il y a enfin un troisième point, moi, qui me semble très important, c'est de se dire, ok, je veux changer de vie. Bon, très bien, mais est-ce que je suis sûr et certain que je veux tout changer? Les gens ne se posent pas suffisamment la question de qu'est-ce que j'ai envie de garder dans le fond? Qu'est-ce qui n'a pas vocation à changer? Vous voyez, qu'est-ce qui est stable, quoi? Est-ce qu'il y a des éléments dans mon ADN de vie que je veux conserver? Moi, j'ai rencontré il y a pas longtemps, dans une émission de radio qu'on faisait ensemble, un garçon qui avait été directeur informatique dans une très grande structure de conseil. Et le gars, à un moment donné, veut changer totalement de vie parce qu'il se rend compte que l'informatique, c'est pas du tout son truc. Lui, il voudrait être artisan. Et en fait, il a toujours rêvé, c'est comme ça, hein, c'est son truc, d'être boucher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une formation de boucher, CAP, BEP, il va le plus haut possible qu'il peut dans les certifications professionnelles, et il s'installe comme boucher. Mais il me dit, moi, je vivais à Versailles, et dans le fond, j'avais pas du tout envie d'être un boucher de campagne. Moi, ce que je voulais être boucher, mais dans un endroit que j'aimais, qui était Versailles. Et donc, je suis devenu un boucher versaillais
et les gens me connaissent comme tel et je suis très content. Donc le gars avait à la fois changé de vie, mais par exemple lui en gardant son lieu de vie, en gardant d'ailleurs toute sa structure familiale, parce que son épouse, il avait embarqué avec lui dans le projet, ainsi de suite. Et puis la quatrième et dernière question, ça sera si je dois vraiment changer quelque chose, ça signifie que je dois apprendre des choses que je ne connais pas encore. Et essayer de transformer un projet de changement de vie en projet d'apprentissage, c'est toujours, me semble-t-il, une bonne idée. Dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir, de connaître, de mieux maîtriser pour vouloir vraiment mener la vie dont je rêve ou dont j'ai envie. On est sur ces quelques questions de base, juste pour éviter de partir dans des voies sans issue. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous définisse comme ça, mais vous faites un peu de développement personnel. C'est possible. Et je me suis jamais défini comme ça. Je m'intéresse au sujet et j'aime bien votre approche, car elle est assez concrète. Ah oui, j'essaye en tout cas. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs sur la manière dont on peut être plus acteur de sa vie et moins la subir? Il y a peut-être plusieurs choses à faire, en fait, dans cette affaire-là. Je pense que la première chose, c'est de regarder le monde dans lequel on vit. On vit tous dans un monde particulier. Vous voyez, on a tous, on est issu d'un milieu social, on est issu dans le fond de plein de choses. Et je dirais première chose, c'est de regarder le monde dans lequel on vit, mais de le regarder tel qu'il est. En arrêtant parfois de s'illusionner sur plein de choses, ne pas faire un exercice de réalisme, parce que le réalisme c'est un peu tristouné, mais c'est faire un exercice de lucidité, de regarder la nouvelle réalité, la réalité qui est la nôtre. Comme je vous disais, hein, c'est les questions qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, mais comment je suis arrivé là, en quoi je suis responsable d'être arrivé là. La deuxième chose, le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est arrêter de focaliser trop souvent sur vos carences et sur vos manques. Essayons de nous appuyer en priorité sur nos forces et nos ressources. Alors ça, c'est un point important parce que, comment vous dire, aucun être humain n'est parfait, loin de là. C'est-à-dire qu'on est tous un espèce de portefeuille de qualités et de défauts, de points forts et de points faibles. C'est comme ça. Si je prends un exemple, mais c'est l'exemple de tout le monde. Quand je vois la masse de ce qui existe dans la connaissance humaine, ben on est bien d'accord. Il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Bien sûr. Il y a beaucoup plus de domaines dans lesquels je suis totalement incompétent que de domaines dans lesquels je suis compétent. Mais le fait de savoir ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est de se dire, essayons d'identifier là où on est bon, là où on est naturellement bon, là où on prend plaisir à faire, là où on est prêt à progresser, et développons nos points forts le plus possible. On dit oui, mais vous comprenez, c'est quand même, on a des faiblesses, vous avez des défauts. Oui, c'est un fait. Donc, dès l'instant où ces faiblesses ou ces défauts risqueraient vraiment de me porter tort ou de porter tort à des gens qui sont autour de moi, je peux essayer de les neutraliser. Je peux essayer d'en atténuer l'impact. Mais ce qui serait une perte de temps incroyable, et donc une perte de temps de vie, ça serait de s'entêter à vouloir travailler sur ces faiblesses pour les corriger, en oubliant que ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes mémorables, auprès des gens qui nous aiment, par exemple, ce sont nos forces, ce sont nos points forts. Bon. Donc là, il y a un vrai point clé, parce que tout notre système social autour de nous a plutôt tendance à nous mettre le nez dans nos points faibles. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, il vous manque ceci, il vous manque cela. Ok, mais moi je dis souvent que vous n'avez jamais rencontré personne, mais jamais, qui ait réussi quoi que ce soit de génial en prenant appui durablement sur ses carences et ses faiblesses. Ça n'existe pas. Les gens qui réussissent des choses formidables ont développé à mort leurs forces tout en étant bourrés de défauts. Ça s'appelle la vraie vie.
Oui. Après, il y a une question qui revient souvent, c'est celle de la passion. Parce que souvent, on veut changer de vie, mais on n'a pas forcément de passion particulière. L'idée selon laquelle il faudrait qu'on ait d'entrée de jeu un objectif, une vocation, des passions qu'on va devoir assumer, etc. Ben, c'est vrai pour une partie des gens. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez des gens qui fonctionnent en mode objectif. Objectif, projet, but. Et c'est super. Bon. Et puis vous avez tout un tas d'autres gens, ils ont à la fois le sentiment confus que la vie qu'ils mènent n'est peut-être pas la bonne, mais ils savent pas exactement quelle est l'alternative, quoi. Et donc, à ce niveau-là, si on fonctionne pas en mode objectif, but, projet, on peut essayer de fonctionner simplement en mode ouverture, disponibilité. On s'ouvre au possible. On ne sait pas exactement ce qui va nous passionner demain, mais on est open, quoi. On est ouvert. Ça va d'ailleurs se nourrir de curiosité. Souvent, d'ailleurs, celui ou celle qui, lui, a un vrai objectif, une vraie vocation, etc., il n'est pas tellement curieux du monde extérieur parce qu'il est animé par cette énergie pour changer sa vie. Mais dans le fond, celui ou celle qui ne sait pas encore trop, c'est le moment ou jamais pour être curieux, pour aller regarder des territoires où on n'est jamais allé. Hein, c'est ça qui peut être intéressant. On a par exemple un autre élément qui, moi, me semble clé dans notre monde. Beaucoup de gens croient, c'est lié à la modernité, ça, que maintenant on voudrait tout contrôler. Or, ce qui se passe, c'est que dans nos vies, nous avons à la fois des choses sur lesquelles nous pouvons avoir de l'influence et du contrôle, et des tas de choses qui sont décidables. Bon. Et puis nous avons dans toutes nos vies des choses qu'on contrôle pas, où il n'y a pas de décidable. Et la distinction entre les deux est très importante, parce que vous avez des gens qui se rendent malheureux toute leur existence. Pourquoi? Mais parce que ils s'entêtent à mettre leur énergie sur des trucs auxquels ils peuvent rien. C'est terrible, hein, Oui. c'est vraiment terrible. Alors que, dans le fond, on devrait avoir comment vous dire, une espèce de recherche permanente, de marge de manœuvre. Où sont mes options d'action? Quels sont les domaines sur lesquels j'ai de l'influence? C'est un vieil enseignement des stoïciens qui disait t'as que deux types de problèmes dans la vie, ceux auxquels tu crois que tu peux quelque chose et ceux auxquels tu penses que tu peux rien. Il faut pas les confondre, pas les confondre. Donc, se focaliser sur les leviers que l'on contrôle. Mais on parle rarement de la chance et vous avez pas mal travaillé sur le sujet. Vous avez fait une vidéo en 2009. Oh, bien avant. Ah, c'est plutôt que ça? Oui, bien avant, parce qu'en fait, c'était une histoire assez drôle d'ailleurs, cette histoire de vidéo. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire derrière? En fait, moi, à l'époque, je dirigeais un gros programme de formation exécutive MBA à l'ESCP, qui est toujours mon école, et la vôtre aussi d'ailleurs. Et à un moment donné, les étudiants, c'était les participants d'ailleurs, parce que c'était tous plutôt des trentenaires ou des quadras dans l'exécutive MBA, ils se mettent en tête, donc on est en 2006, ils se mettent en tête de faire un blog. Personne ne parlait de ça encore à l'époque, c'est un nouveau concept, et l'informatique de l'école leur dit, nous on veut bien vous aider, mais il faut que vous nous trouviez du matériel libre de droit, et entre autres il nous faut des images enregistrées libres de droit. Et donc à l'époque ça se passait pas comme aujourd'hui, quoi. Hein. Donc ils commencent ils demandent aux profs et tout ça, et il se trouve que comme ils avaient du mal à trouver, moi ils arrivent vers moi, ils me disent, écoutez Philippe, est-ce que vous voudriez nous aider? On a besoin de faire une vidéo, mais de 3-4 minutes, mais c'est juste pour avoir des images, quoi. Donc en fait, le sujet n'a aucune importance. Bon, écoutez, ça va, j'ai un peu de temps, il se trouve qu'aujourd'hui ça va. Eh bien, on passe vous voir ce soir à votre bureau. Ils viennent me voir au bureau, ils arrivent avec une caméra, je sais toujours pas de quoi je vais parler, et ils me disent, bah alors donc, on fait, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez que je parle? Oh non, ce que tu veux, parce que vraiment, ça n'a pas d'importance. Et j'avais sur mon bureau quelques notes, puisque j'étais en train d'écrire un article qui devait paraître lundi dans un magazine qui s'appelle Courrier Cadre, et qui était sur la chance. Et c'était en gros, je crois, est-ce qu'il faut avoir de la chance pour être recruté dans une entreprise? Enfin, quelque chose comme ça. Donc je dis, écoutez, on va faire, mais je suis assez pressé ce soir-là,
Et donc, on fait une prise, ça dure 5 minutes et demie, 6 minutes, je sais plus. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y en a un des gars de ce MBA qui avait quitté l'école depuis, qui me rappelle et qui me dit, écoute, bon, le blog, on va arrêter parce que personne n'y va, on va arrêter les frais, mais il nous reste encore ta vidéo, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Bon, moi, honnêtement, j'ai la tête ailleurs, je lui ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, les gars, faites ce que vous voulez. Il dit, écoute, dans ce cas-là, on va te la mettre sur YouTube et sur Dailymotion parce que ça pourra te servir, puis ça pourra servir pour l'école. Et donc, ils mettent cette petite vidéo qui avait été faite un peu à l'arrache, hein, il y a pas d'autre. Et cette vidéo qui était complètement faite de briques et de broc, elle a eu un succès incroyable. On a dépassé je sais pas combien de millions de visions sur le net, enfin c'est fou. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction en chaîne. Parce que dans le fond, cette vidéo, donc je l'ai fait en octobre 2006. Elle commence à être diffusée sur les réseaux en fin 2008, début 2009. Là, en 2010, après avoir vu cette vidéo, je suis contacté par les gars qui voulaient créer la Ligue des Optimistes en France, et donc je crée ça. Parce que j'avais fait les Optimistes, je suis contacté par les gens de la radio, et je passe je vais être aux grandes gueules sur RMC pendant plusieurs années. Et donc, cette vidéo-là, elle est très intéressante parce que dans le fond, si je prends aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, 99% de ce que je fais aujourd'hui est un effet secondaire de cette vidéo que j'ai faite. C'est fou. Et donc, moi je dis souvent d'ailleurs même souvent à des jeunes que je forme, voilà, ce jour-là, imaginez que ce vendredi-là, pour des tas d'autres raisons, j'ai pas le temps de la faire cette vidéo. J'ai pas le temps, je vois ça de mes collègues, bon. Eh bien, en fait, à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle une bifurcation remarquable, ma vie, de toute façon, prend une autre direction, mais je ne le saurai jamais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, en permanence, on rencontre comme ça des moments où, sur le coup, on se dit pourquoi je le ferais. Il n'y a pas de raison particulière. Si, moi, je le fais parce que, bon, ils sont embêtés, ils n'ont pas leurs images. Moi, ça va me prendre 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a aucun souci. Je le fais sans rien demander. Mais je pense que si j'avais su à l'époque que le fait de faire cette vidéo allait totalement changer mon parcours professionnel sur les 15, 20 ans, 30 ans qui allaient suivre, j'aurais été un peu stressé. Pas trop savoir, faut pas avoir d'objectif, mais en revanche, faut être disponible, faut être open, quoi. Faut être disponible aux opportunités de la vie. Concrètement, quels sont les comportements à avoir pour être disponible aux opportunités de la vie? Comment on peut se prédisposer à saisir les opportunités? Les avis sont très partagés là-dessus. Moi, je pense que déjà, il y a un élément qui lie, on en a parlé tout à l'heure, à l'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, la curiosité, et être en permanence dans un mode, je dirais, je sais pas, vous vous souvenez, il y avait un très beau film qui s'appelait In the Mood for Love. Je ne l'ai pas vu. C'était un film chinois. Et In the Mood for Love, ça veut dire, en fait, être d'humeur à tomber amoureux. Eh bien, je pense qu'il faut être in the mood for luck, c'est-à-dire être d'humeur à rencontrer la chance. Et toujours se dire, tiens, et si là, il y avait quelque chose qui est en train de se préparer, donc ça veut dire aussi une ouverture aux autres, une ouverture au monde, dans le fond, sous toutes ses formes. Le deuxième élément, c'est que on peut pas avoir de la chance, et c'est sans doute la distinction avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça nécessite quand même d'avoir un peu une direction à lui donner à cette chance. Alors certains, c'est un rêve, un désir, une passion. C'est pas obligatoirement un objectif très très précis, vous voyez, mais un petit quelque chose pour lui donner une direction. Faire en sorte que on est habité en quelque sorte par une intention. Et cette intention va devenir créatrice. Cette intention va nous servir de GPS intérieur et peut-être qu'elle nous aidera à rencontrer les bonnes personnes, à tomber sur les bons bouquins, sur les bons sites web, vous voyez, sur les bonnes missions, et accepter de donner des choses, par exemple, d'être une source de chance pour les autres, sans rien attendre en retour. Mais ça, je suis sûr et certain que techniquement, ça marche. Mais vous avez beaucoup de gens autour de vous, vous allez rencontrer, ils sont pas comme ça. C'est pas leur truc. Moi, j'ai toujours été frappé par ça. Bien sûr, c'est un comportement. C'est se dire tous les jours, aujourd'hui, je pourrais porter chance à quelqu'un. Et en fait, il y a
il y a 2-3 façons de porter chance aux gens. Les mettre en relation avec des gens qu'ils n'auraient pas connus si on s'en était pas mêlé. Donc, être un créateur de liens. Leur balancer des infos, leur donner des tuyaux, des infos qu'ils n'auraient pas eu ou pas assez vite ou pas dans le même temps si on s'en était pas mêlé. Et puis peut-être aider des gens à découvrir des territoires. Vous voyez, un bouquin vous a passionné, on devrait passer notre temps à offrir aux autres des livres qui nous ont nous changé, par exemple. Ça me semble absolument évident. Donc il y a cette dimension-là par rapport aux autres, et même par rapport à soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman qui s'appelle La liste de mes envies. Oui, de Grégoire Delacour. Oui, tout le monde devrait se faire une liste de ses envies. C'est un outil extrêmement puissant puisque je me force à mettre sur le papier tout un tas de petits désirs, ou d'ailleurs de grands désirs, hein, peu importe. Je suis en train de nourrir en faisant ça tout mon système cognitif et je suis en train de préparamétrer, on pourrait dire, hein, mon progiciel de chance, puisque quelqu'un qui va très régulièrement revenir sur ses désirs, ses envies, ce que j'aimerais réaliser, ce que j'aimerais obtenir, ce que j'aimerais tester, expérimenter, vivre avec d'autres, quelqu'un qui va se nourrir de ça et va revenir, va replonger, je dirais, régulièrement dans cette liste. C'est pour ça que c'est très important de l'écrire, hein, que ce soit écrit quelque part. Ça signifie qu'il entretient ses antennes, vous voyez, ses antennes de chance, il les entretient en permanence. Est-ce que c'est comme si c'était dans notre inconscient? Moi, vous savez, moi, en tant que psy, l'inconscient, honnêtement, je suis pas très freudien. Je crois qu'il y a des choses qui se situent effectivement, on va dire, allez, en dessous de la zone de conscience immédiate qui est celle qui fait qu'on se parle tous les deux là. Et vous voyez, pendant qu'on est en train de se parler tous les deux, je vous donne un exemple. En ce moment, on est en train de se parler. Moi, j'essaie de faire attention à ce que je vous raconte, et vous me faites l'amitié de m'écouter et de m'enregistrer. Mais même votre cerveau et le mien, à cet instant précis où nous parlons tous les deux, continue à traiter tout un tas d'autres choses. Exactement. Et alors, c'est pas vraiment de l'inconscient au sens freudien. C'est des choses qui sont en dehors du niveau de conscience et qui effectivement sont en train de faire un travail. Mais peut-être qu'en ce moment même, par exemple, toute ma machine personnelle de perception de la réalité est en train de s'orienter vers des choses dont j'ai pas idée et qui font que, après vous avoir parlé, peut-être que ce soir, en regardant une émission de télé ou en regardant un blog ou en lisant un journal demain, tout d'un coup, il y a quelque chose qui aura maturé ces dernières heures et qui fait, je dis, oh là là, mais c'est ça, c'est cette idée, c'est génial, c'est ça qu'il faut que je... Ok, je vois. Oui, donc on est vraiment dans des approches comme ça qui sont assez subtiles. C'est comme les mécanismes de l'intuition, vous voyez. Il n'y a pas de truc pour en avoir, mais on peut s'entraîner. Moi, par ailleurs, je crois pas du tout, vous voyez, au concept de loi de l'attraction, etc., parce que ça me semble, moi, scientifiquement, je trouve pas ça très sérieux. Mais les mécanismes qu'il y a derrière, eux, il y a des mécanismes qu'on connaît pas encore très très bien, qui sont des mécanismes cognitifs, en fait, socio-cognitifs, en fait, plus précisément, et qui font que, voilà, notre cerveau nous met dans une situation de percevoir des événements, des possibilités d'action, des décisions à prendre, à condition qu'on l'entraîne à le faire, bien évidemment. Moi, je me souviens une fois, il y a un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Charles Pépin. Oui. Je connais bien avec Charles. Et un jour, il me dit, on se croit, je me souviens très bien, c'était début de l'été, il y a quelques années de ça. Et il me dit, j'ai écrit un article en pensant à toi, je te dis pas ce que c'est, j'ai écrit un article en pensant à toi qui est paru dans Psychologie Magazine. Bon, moi je me précipite dans un kiosque, je regarde Psychologie Magazine, j'ouvre, et là je tombe sur la chronique du mois de mon camarade Charles qui dit « La chance n'existe pas ». Alors je dis la vache quand même, me faire un coup pareil, c'est pas... Et en fait, je commence à lire l'article, et en fait je me rends compte que c'était bien sûr un clin d'œil, mais il avait totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait il disait, les gens qui vous disent « J'ai provoqué ma chance », il se trompe, puisque si on provoque sa chance, c'est plus de la chance, c'est de la stratégie.
Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, hein, c'est la stratégie. En revanche, celui qui a vraiment de la chance, c'est celui qui va se provoquer lui-même ou elle-même en situation d'incertitude ou de difficulté ou d'inconnu. C'est-à-dire que on se provoque soi-même, on se met soi-même en déséquilibre, on se met en risque, et c'est ça et donc on fait un pari dans le fond. C'est une chose importante, cette notion de pari. Et, comme je dis souvent, la chance n'est pas opposable à la malchance. C'est-à-dire que on peut parfaitement avoir fait un pari et puis le perdre. Ça arrive, hein, ce que vous voulez. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de chance. Bon. Moi, je crois en revanche que c'est pas parce qu'on a une malchance, un pépin, vous voyez, hein, qu'on n'a pas de chance. Le contraire de la chance, moi je l'ai souvent dit, ce n'est pas la malchance. Le contraire de la chance, c'est l'absence de chance. C'est rien. Il m'arrive rien dans la vie. Je rencontre pas de gens intéressants. On me fait jamais de propositions sympas, etc. C'est le fait d'être en quelque sorte déconnecté des opportunités de la vie. Ça, c'est le contraire de la chance. Mais par ailleurs, c'est pas de la malchance au sens, c'est pas un accident, c'est pas un pépin, c'est pas un souci. C'est juste, c'est du rien, quoi. C'est du neutre, c'est du vide. Et dans ce cas, quid des personnes qui se disent être nées sur une mauvaise étoile, qui se disent ne pas avoir de chance? Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? Celui qui a donné la réponse, c'était le Dalai Lama, voilà, qui un jour avait dit, alors c'est son secrétaire qui est Mathieu Ricard, le philosophe, qui nous le rappelle, qui nous le rapporte. Le Dalai Lama avait dit un jour cette phrase merveilleuse, il disait beaucoup de gens, personne en fait ne naît sous une mauvaise étoile, mais il est tant de gens en ce monde qui ne savent pas lire le ciel. Et c'est-à-dire, encore une fois, la personne qui vous dit qu'elle a une mauvaise étoile, elle a en fait un logiciel qui probablement d'ailleurs va la conduire à voir aussi le monde de façon un peu pessimiste. Elle va d'abord voir le verre à moitié vide et elle verra d'abord les choses qu'elle ne peut pas changer, et il y aura une espèce de défiance naturelle. Vous voyez, il y a tout un ensemble comme ça de choses qui nous marquent. Et d'ailleurs, je critique pas parce que, comment vous dire, la posture pessimiste qu'ont certains. Bien sûr, on vit à une époque, donc une époque où il y a beaucoup de possibilités, bien que parfois, comme on le vit en ce moment, on est vraiment dans des situations compliquées, mais nos ancêtres, ils vivaient dans des environnements qui étaient extrêmement dangereux. Donc, le pessimisme, la parano, etc., ça a sauvé nos ancêtres. Hein. C'est-à-dire que vous et moi, on est des descendants de pessimistes, hein, et heureusement qu'ils l'étaient, sans ça, ils se seraient fait bouffer. Il se trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Le coup du confinement, ça aura duré combien? 2 mois, 3 mois, allez, 4 mois. Et à l'échelle d'une vie humaine, et c'est epsilon, quoi. Bon, voilà, on reste quand même dans un monde de possibilités. Et plein de choses nous offrent des possibilités. La culture nous offre des possibilités, le digital nous offre des possibilités, les technologies nous offrent des possibilités. Et ce qui n'était pas le cas de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils vivaient dans des mondes qui étaient, jusqu'au milieu du XXe siècle, extrêmement contraints. D'abord, les gens, ils naissaient, ils vivaient en gros là où ils étaient nés, sauf à avoir été jetés de chez eux par des guerres, des persécutions, des choses comme ça. Mais globalement, on est quand même dans un monde, si vous voulez, où le champ des possibles, comme on dit, n'arrête pas de s'accroître. Si je suis ce que vous dites, les personnes qui ont des pépins dans leur vie sont chanceux parce qu'ils ont pu transformer leurs pépins en opportunités, c'est ça? Oui, il y a d'ailleurs je sais plus quelle est cette association qui avait eu cette phrase assez jolie, je sais plus qui a dit ça. Lamarck, je crois, qui dit il faut transformer les pépins en pépites. C'est joli. Une jolie phrase. Et oui, donc ce sont les chanceux sont souvent des hommes et des femmes qui sont des grands recycleurs de malchance, voire de malheur. C'est-à-dire qu'il leur est arrivé quelque chose de pas cool, mais ils en ont fait quelque chose. Ou bien cet événement, cette rupture, cet échec s'est révélé sur la distance porteur d'un certain nombre d'avantages décalés dans le temps. Le nombre de gens qui vous disent mais c'est parce que j'ai été viré
à la surprise de telle boîte à telle époque que j'ai pu eu l'occasion de rencontrer un tel, et maintenant je bosse dans un environnement génial. Les gens qui vous disent c'est parce que j'ai été mon conjoint ou mon épouse m'a quitté brutalement pour un autre à telle époque, j'ai été dévasté sur le moment, mais elle serait pas partie ou il serait pas parti, j'aurais pas rencontré le type ou la fille géniale avec qui je vis aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Ça veut dire que il existe des événements positifs ou négatifs, d'ailleurs heureux ou malheureux, qui constituent des espèces de fenêtres ouvertes, d'ouverture dans le champ des possibles. Et on appelle ça, bien sûr, des opportunités. Mais il faut bien comprendre que l'opportunité, c'est pas un événement en tant que tel. L'opportunité, c'est la rencontre entre un événement inattendu, quel qu'il soit, et un niveau de préparation intérieure. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui vont assister aux mêmes événements, et certains vont y percevoir une opportunité pour eux, et d'autres non. Et pourquoi? Parce que, on est bien d'accord, la première caractéristique de l'opportunité, c'est qu'elle est intérieure, elle se construit intérieurement. C'est pas un coup de chance en tant que tel. Oui, une même chose peut arriver à deux personnes, mais elles ne vont pas l'interpréter de la même manière. D'ailleurs, c'est au-delà de ça. Bien sûr, c'est comment on l'interprète, mais déjà avant, c'était comment on s'y était préparé. Je crois que on attribue cette phrase à Louis Pasteur, qui disait en fait, le hasard ne favorise généralement que les esprits préparés. D'accord, je vois. Voilà, moi je pense que c'est une idée absolument essentielle, et à condition là aussi d'accepter le fait que, encore une fois, on maîtrise pas tout. C'est-à-dire que voilà, on peut pas, il y a aucune mécanique là-dedans. Vous êtes aussi cofondateur de la Ligue des optimistes de France. Qu'est-ce qui différencie un optimiste d'un chanceux? Bon, l'optimisme, c'est plutôt un trait de caractère. Hein. Enfin, l'optimisme, c'est un trait de caractère vis-à-vis de la vie. C'est vrai que c'est un trait de caractère qui fait que la définition n'est pas de moi d'ailleurs. Hein. Elle est de docteur Christophe André, qui est un bon camarade et qui avait écrit dans un très beau livre qui s'appelle Vivre heureux. L'optimisme, c'est une confiance a priori envers l'avenir, assortie de la conviction qu'en cas de problème, on saura quoi faire. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est vraiment à la fois confiance et préparation à l'action. L'optimiste vous dit, ben voilà, je vais voir effectivement d'abord le verre. Le verre est bien sûr à moitié vide, mais c'est le fait qu'il soit à moitié plein qui me donne de l'énergie. Donc c'est ça que je préfère regarder. L'optimiste va vous dire, je suis pas sûr et certain que les choses vont absolument s'arranger, mais je préfère, moi, pour moi et pour les autres, faire le pari qu'elle peut peut-être s'améliorer, surtout si je m'en préoccupe, quoi, surtout si j'agis. Et l'optimiste, c'est quelqu'un qui est un acteur de la vie. Il n'est pas uniquement spectateur. Il dit, voilà, il faut oser tenter des choses. Vous parlez souvent d'optimisme responsable. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, parce qu'en fait, l'optimisme, comme je vous ai dit, c'est un pari. Et qu'est-ce que ça serait qu'un optimisme irresponsable? Un optimiste irresponsable, ce serait quelqu'un qui déciderait coûte que coûte d'être optimiste, même s'il y a des risques extrêmes, même s'il n'a pas vraiment de contrôle sur ce qui est en train de se passer. L'optimisme responsable, c'est un optimisme qui est lucide, c'est-à-dire qui voit la réalité, en tout cas comme elle est aujourd'hui, qui va parier sur des améliorations, mais qui va toujours garder en quelque sorte des réserves, vous voyez, de plan B. Un optimiste vous dira, bon, la situation qu'on vit en ce moment, elle est très 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 compliquée, on va pas dire le contraire, mais plein de choses se passent, vous voyez. L'optimiste vous dit par rapport à la situation d'actualité qu'on vit nous en ce moment, vous voyez, en France par exemple, et d'ailleurs partout dans le monde, l'optimiste il vous dit pas tout va bien. L'optimiste vous dit, a priori, ça a l'air dans certains domaines de vouloir s'arranger, on se rapproche de toute façon mécaniquement de la découverte du bon traitement et un jour ou l'autre des bons vaccins, et en plus on est en train d'apprendre des choses qui font que si par hasard ça nous retombe dessus la prochaine fois, on saura réagir plus vite. Ça veut pas dire que c'est cool ce qu'on est en train de vivre, vous voyez. Tout à fait. Ça veut dire que ça sert strictement à rien de ruminer sur « oh, c'est la faute à la mondialisation »,
oh là là, c'est la faute à la modernité, remettons-nous en question, repartons. Non, mais ça, ce sont des enfantillages. Voilà, il est arrivé effectivement un énorme pépin sanitaire au niveau mondial, dont on ne connaît pas encore d'ailleurs totalement les tenants et aboutissants, peut-être qu'on saura un jour, on verra. Et puis voilà, et de toute façon, la vie doit quand même continuer. Là, Philippe, je vais me focaliser sur votre parcours. Vous êtes né à Bordeaux, il me semble. Absolument. Je suis né à Bordeaux et j'y ai grandi. J'y ai fait toutes mes études et j'ai même commencé un peu à y travailler, mais je suis parti relativement tôt. J'ai quitté Bordeaux en 1984, donc j'avais 26 ans. Voilà. Ensuite, vous avez quitté Bordeaux pour venir à Paris. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter Bordeaux? Alors, à la limite, je vais vous dire, au départ, moi, la seule chose qui m'intéressait dans la vie, quand j'avais 17 ans, c'était le théâtre. C'était le théâtre. Moi, je voulais faire que du D'accord. théâtre. Mon père, ce que je suis prêt à comprendre, c'était un milieu qui était un milieu très bourgeois, très bourgeois protestant bordelais, donc pas du tout la tasse de thé, ce genre de truc. Donc j'ai fait le théâtre, j'ai oublié rapidement, j'ai fait Sciences Po. Et voilà. Et j'ai commencé à faire de la recherche, de l'enseignement. J'étais parti pour faire une carrière d'enseignant classique à la fac, etc. Et puis assez rapidement, ça m'a ennuyé. Moi, je voulais faire autre chose, je voulais voyager, je voulais faire d'autres trucs. Donc, je savais pas trop quoi faire, je savais pas faire, j'ai cherché du boulot, je répondais à des tas d'annonces, pas eu de succès. Bon, mon père a fini par me dire, écoute, puisque ça marche pas, tu vas te créer ta propre boîte. J'ai monté une petite structure, mais j'avais 25 ans, c'était grotesque, hein. Mais j'ai une boîte de conseil. Et le temps que je monte la boîte de conseil, donc ça a duré même pas 6 mois, j'ai une de mes clientes, de mes rares clientes, qui me dit, mon fils est à Paris, il recherche des consultants, vous devriez le rencontrer si vous allez à Paris par hasard. J'ai eu l'occasion d'aller à Paris, j'ai rencontré le gars, et on a eu un entretien qui a duré 1 heure, il m'a embauché. Super. Et donc, je me suis retrouvé à Paris parce que, comme ça. Et puis en plus, je vais vous dire, ça m'amusait beaucoup parce que moi, honnêtement, Bordeaux, les gens, ils parlent beaucoup de Bordeaux aujourd'hui. C'est merveilleux, Bordeaux aujourd'hui. Et le Bordeaux que j'ai quitté, moi, en 84, c'était pas ça, hein. Donc, moi, j'ai passé 25 ans à Bordeaux. Je me suis pas énormément amusé. Donc voilà, j'ai commencé à travailler dans le conseil et donc après voilà, après je suis rentré dans d'autres boîtes de conseil. Un jour, j'ai quitté le monde du conseil parce que j'ai été chassé par un de mes clients, qui était une grande compagnie d'assurance française. Je suis parti sur des fonctions de management d'équipe. Je suis resté pendant 2 ans, puis après je suis parti. C'est là où j'ai commencé à vraiment m'installer à mon compte pour faire des conférences et je suis devenu un conférencier professionnel. Et comme ça me laissait beaucoup de temps, bien évidemment, un jour j'ai eu l'occasion de me rapprocher de l'ESCP et j'avais toujours rêvé de refaire de l'enseignement, mais dans des meilleures conditions. Et donc j'ai pu commencer un parcours à la fois d'enseignant dans une grande école et de conférencier. J'ai toujours mené les deux de front. J'ai toujours eu les deux. Et puis voilà. Et puis ça s'est suivi comme ça tranquillement. Puis il y a eu la chance, puis il y a eu l'optimisme, puis il y a eu la radio, puis quelques bouquins, et puis voilà, puis tout ça continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Vous être prof de leadership. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour développer son leadership? Ouh là là, faudra notre podcast là. Oui, c'est vrai, ma question est trop large, mais est-ce qu'il y a des do and don'ts pour être un bon leader? Déjà, non, honnêtement, non. Les do and don'ts, ça tient pas la route, je vous assure, hein. Le problème, il est pas là. Le problème, il est exactement comme ce qu'on a dit pour changer. Première question, quelqu'un qui me dit, je voudrais développer mon leadership. Moi, ma première question, c'est comment ça se fait que vous l'êtes pas déjà? Ah bah oui. Attendez, ben ouais, non, je suis désolé. Il y en a, je dirais, à 15 ans, 16 ans, ils sont leaders. C'est ceux que les gens suivent, ils ont des idées. Pourquoi vous l'êtes pas? Bon. Et souvent, les gens vous disent, je sais pas trop, je sais pas si j'ai les capacités. Et alors ça, pour moi, c'est une erreur d'appréciation énorme. Je pense que tout le monde, on va dire, tout le monde, à 90%, 90% des gens ont le potentiel pour être leader, mais pas au même endroit. C'est-à-dire que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est quel est le type de situation
d'entreprise, de vie, dans lequel je suis le plus à même d'être un leader. Vous pensez bien que le patron d'une communauté monastique, ça peut être un très grand leader, mais il faut pas les mêmes qualités quand on est chef de gang à New York, quoi, d'accord? C'est clair. Ben oui. Donc on est leader que par rapport à un contexte. Et ça, c'est quelque chose qui est plus embêtant, c'est que vous avez beaucoup de gens, ils croient que où qu'ils soient, ils vont prendre des cours de leadership, la communication, l'expression orale, le management des équipes et tout ça, et ça va faire d'eux des leaders. Non, parce que un leader, c'est d'abord quelqu'un qui s'est retrouvé embarqué dans une situation où une majorité de gens ont considéré qu'il était l'homme ou la femme de la situation. Donc, qu'est-ce qui est la force profonde d'un leader? Eh ben, c'est que c'est quelqu'un qui a la capacité à créer du followership, c'est-à-dire qu'il donne envie aux gens de le suivre. Et moi, un gars m'a demandé l'autre jour dans un séminaire, il m'a dit, mais alors, c'est quoi la question à se poser en priorité quand on veut développer son leadership? Et ben, je suis sûr de ma réponse. Quelqu'un qui veut développer son leadership devrait, dans la vie professionnelle, devrait se lever tous les matins et dans sa glace, pendant qu'il fait sa toilette le matin, se poser la question, c'est comment de travailler avec moi? C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi, les gens qui croisent Barreau dans une journée professionnelle normale, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? En quoi est-ce que je suis quelqu'un qui a la capacité à faire rêver, donner envie, etc. Tout le reste après, c'est de la technique. Vous allez sur Amazon, vous tapez leadership, c'est dingue. Ah oui, les livres, il y en a pléthore. Ouais. Une question que je pose à tous mes invités, c'est parmi vos difficultés, vos échecs, vos erreurs, quel est celui qui vous a le plus marqué et qu'est-ce qu'il vous a appris? Il y a un truc très ancien, un truc très bizarre. Quand je suis rentré à Sciences Po, donc je suis rentré à Sciences Po, c'est dans les années 77, 78. Et moi, je suis un pur littéraire. Hein. Quand je dis que je suis un littéraire de chez littéraire. Moi, mes matières de prédilection, c'est la philo, l'histoire, les langues, etc. Et j'ai un problème, je suis nul en chiffres, mais quand je dis que je suis nul, c'est je suis nul gravement, c'est-à-dire je suis dyscalculique de niveau, ce qui est un trouble en fait, j'avais été identifié comme tel. Ah oui, c'est comme la dyslexie, mais pour les chiffres. Donc, voilà, j'ai 62 ans, si vous voulez, et je ne sais pas compter. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai très bien vécu avec. Bien sûr. En revanche, quand j'étais à Sciences Po, arrive le moment de choisir en deuxième année ma filière. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup de chômage, de choses comme ça. Et je choisis la section de Sciences Po économique et financière. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais toujours pas pourquoi je l'ai fait, si ce n'est qu'en rentrant chez moi, mon père me dit, mais ça va pas, tu sais pas compter, tu prends la section machin. Et je me suis dit, mais écoute, et tant et si bien que, alors bien sûr, ça a été une galère pour moi terrible hein, de faire ça, mais je me suis rattrapé puisque, en fait, à l'époque, les notes étaient surtout données par les matières générales dans lesquelles j'ai cartonné. Et je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi t'as fait ce truc-là? Et je pense que je voulais me prouver la possibilité que même en étant dans une situation d'extrême difficulté et contrainte, on pouvait en faire des choses. Après, je suis parti dans le monde du conseil. J'y connaissais rien au monde du conseil, mais rien de rien. Bon, je suis retrouvé prof dans une grande école de gestion. Mais attendez, mais moi j'ai jamais fait d'école de commerce. J'étais pas. Bon, je suis arrivé dans des endroits, dans le fond, où j'étais pas fait pour être dans ces endroits-là. Et pourtant, ça m'a appris des choses et ça a fonctionné. Et ça, moi, j'ai toujours dit aux gens, ne craignez jamais de tenter des choses. Et un jour, j'étais tombé sur une phrase de Richard Branson qui m'a fait beaucoup rire. Branson disant, surtout, si on vous demande de faire quelque chose que vous savez pas faire, acceptez, parce que c'est la seule façon d'apprendre. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. C'est bien sûr, c'est un peu risqué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à être sur des choses que j'ai jamais faites.
Moi, j'ai jamais joué de guitare, j'ai envie d'apprendre. Voilà, c'est tout. C'est intéressant ce que vous dites, car on a souvent ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, ma génération, c'est très, très alimenté. Et vous, c'est pas quelque chose qui vous est arrivé. C'est top, hein? Et alors ça, c'est un truc que j'ai jamais eu. J'ai passé mon temps à être un imposteur, mais j'étais hyper content de l'être parce que au bout du compte, les gens étaient contents et ça se passait bien. Et de même qu'une chose que ça m'a appris, c'est que quand à un moment donné, on sait qu'on n'est pas au bon endroit, faut jamais rester. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, faut partir. Et moi, je suis beaucoup parti. J'ai beaucoup changé de boîte. Et le jour où je suis arrivé à l'ESCP, clairement, j'étais dans mon élément. J'étais fait pour travailler là, c'était cool, quoi. Et j'ai développé mes conférences. Et aujourd'hui, quand je suis sur une scène et j'ai 1000 personnes en face de moi, je suis à ma place, quoi. Je m'éclate. Je suis fait pour ça. Exactement. Je pense que vous connaissez le concept de flow du sociologue dont j'ai du mal à prononcer son nom de famille. C'est Csikszentmihalyi. Voilà. Mihaly. C'est un très beau concept, le flow. Il définit la notion de flow comme un état d'intense concentration où on ne voit pas le temps passer, on est vraiment dans notre élément. Et ça peut être un artisan qui est en train de faire un plombier qui est en train de faire sa plomberie, un menuisier, mon boucher là à Versailles. Moi, quand je suis sur scène dans une conférence, quand je suis avec mes étudiants, le sentiment de flow, c'est génial, je suis à ma place et je peux être performant sans effort. Est-ce que vous aurez un livre ou des livres à nous recommander dans cette thématique de changement ou bien dans d'autres, hein? Oh, il y en a toujours eu beaucoup. Je pourrais vous en donner un très vieux et un très jeune. Le très vieux, je l'avais trouvé dans la bibliothèque de mon père. C'était un livre qu'on trouve toujours, hein, bien sûr, de Dale Carnegie. Ah, comment se faire des amis? Ah, celui-là, il est vraiment excellent. Et alors, il y en a un autre. Alors là, que j'ai découvert récemment. Je dois d'ailleurs l'avoir pas loin de moi là en vous parlant. Je vais vous le retrouver tout de suite, qui s'appelle La Réponse. Je connais pas celui-là. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça a été fait par deux Américains qui s'appellent Alan et Barbara Pease, P-E-A-S-E. Et le bouquin s'appelle La Réponse et c'est sous-titré « Si la vie est un jeu, en voici les règles ». Et c'est vraiment, moi j'ai lu beaucoup de bouquins de développement personnel et la plupart, je vous cache pas, ils me tombent des mains. Et celui-là, je l'ai trouvé très intéressant. Ça m'a pas appris grand-chose, mais ça m'a vraiment, si je devais conseiller à quelqu'un un livre de développement personnel qui tienne la route, je trouve que celui-là, moi, il est pas mal du tout. Voilà, et c'est chez First. Voilà. Super, je vais les noter. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le meilleur conseil qu'on a pu me donner, ça a quand même été tu peux de toute façon toujours plus que tu ne crois. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Je crois que c'était Edison qui avait dit si les gens savaient d'un coup de baguette magique tout ce dont ils sont réellement capables, ils resteraient stupéfaits. Et moi, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que la réussite pour vous? La réussite pour moi, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que pour le coup, la réussite, ça serait que tous les gens que j'ai accompagnés, mais à la fois dans ma vie personnelle, vous voyez, dans ma vie professionnelle, j'aurais réussi si ces gens disaient un jour de moi, il n'était pas parfait, mais il avait une capacité, c'est que quand tu travaillais avec lui ou quand tu échangeais avec lui, tu repartais toujours avec l'idée que tout était encore possible. Moi, c'est ça la réussite, vraiment. Et parce que c'est par rapport à mes choix, moi. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas de plus grand plaisir que de discuter avec quelqu'un et la personne repart, elle a envie de faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire avant qu'on se voit. Et si on veut vous joindre, il y a votre site internet qui est très complet. Oui. philippegabilier.com. De toute façon, je mettrai toutes les références. Philippe, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dont on n'a pas parlé et qui vous tient à cœur? Non. Écoutez, j'ai passé un très très bon moment à bavarder avec vous. Moi aussi. Sur tous ces sujets. Voilà. C'était super. Merci beaucoup, Philippe. Merci infiniment, Nguer. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le site www.gatemery.com. Et si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me présenter de nouveaux invités ou me donner vos feedbacks, je suis hyper preneuse de feedback. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux
LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery. Je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière chose, hyper importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi iTunes? Parce que c'est là où on peut se démarquer dans la jungle des podcasts et qui permettra aux autres auditeurs de le découvrir plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de souci, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.